Plus que 48 heures avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Brésil. Mais l'équipe de France, elle, se prépare depuis des mois. En exclusivité, au plus près des joueurs, nous avons suivi de l'intérieur les coulisses de cette préparation. Équipe médicale, staff technique, management, cuisinier, intendance. Vous découvrirez ces hommes de l'ombre. Allez, on y va. Ceux que l'on ne voit jamais, mais sans qui rien ne serait possible. Tranquille, très bien. 19 personnes, entièrement dévouées à la réussite des Bleus. La véritable équipe de l'équipe de France. Je compte sur eux, ils le savent pour ce qui nous attend. Leur rôle, veiller à ce qu'aucun grain de sable ne vienne perturber la préparation des joueurs. L'équipe de France arrive, l'équipe de France arrive. Il y a notamment Erwan, le jeune manager des Bleus. Rien ne lui échappe. Il veille au moindre détail. Oh, c'est super. Philippe, qui gère les relations avec les médias. Ici. Une main de fer dans un gant de velours. Et les caméras, là, vous les reculez, s'il vous plaît, dans l'alignement. Il y a aussi Manu, l'intendant, qui se définit lui-même comme la nounou des joueurs. Moi, je me barre, moi. Je peux prendre une photo, Mamadou. Pendant 40 jours, du centre d'entraînement de Clairefontaine à l'aménagement de leur hôtel jusqu'à l'arrivée des joueurs au Brésil le 9 juin, ils nous ont laissé pénétrer tous les secrets de la préparation des Bleus. 40 jours pour permettre à l'équipe de France d'écrire à nouveau sa légende. La France est au Brésil. Il l'a fait. Début mai au Brésil, à 9000 km de Paris. Il est 19 h. Un homme pressé débarque de l'aéroport de Sao Paulo. C'est le manager de l'équipe de France de football. Il n'a que 36 heures pour effectuer une mission de la plus haute importance. À 700 km de Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. C'est ici que l'équipe de France a choisi d'établir son camp de base pour toute la durée de la compétition. Les joueurs et les 19 membres du staff logeront dans cet hôtel, qui sera entièrement privatisé. L'hôtel est confortable, mais le staff de l'équipe de France a demandé de nombreux aménagements pour accueillir les Bleus dans les meilleures conditions. Et c'est justement ce qu'Erwan Le Prévost, le manager de l'équipe, est venu vérifier aujourd'hui. Il est 9 h du matin, la visite commence par la terrasse de l'hôtel. Rien ne va échapper à sa vigilance. Si on décide à midi de déjeuner ici, ou notamment de prendre le petit déjeuner là, tu sais, l'idée c'est de prendre le petit déjeuner, c'était comment on faisait pour avoir des tables pleines. Non, ça c'est... D'accord. Ok, elles sont bonnes, elles sont pas comme... Ok. C'est comme celle-ci, mais pas trop. Et avec la quantité suffisante? Oui. Ouais, d'accord. Est-ce que tu demandes à Ryan, là? En fait, l'idée, c'est de se dire que par rapport à l'endroit qui est plutôt sympa, pour essayer de changer les habitudes des joueurs et pas de leur dire tous les jours, c'est le petit déjeuner au même endroit, le déjeuner au même endroit, le dîner au même endroit. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet endroit. C'est que tu peux te retrouver à dire, un matin où il fait pas trop chaud, on fait le petit déj, il est là. Comme le petit déj, il est libre, c'est d'avoir plusieurs tables réparties et on vérifie que sur les tables, tu regardes, là, il y a des trous. Donc, on leur a demandé d'avoir les tables pleines, c'est-à-dire de mettre une petite plaque par-dessus pour s'assurer que quand tu poseras ton verre ou ton assiette dessus, tu ne te trouveras pas tout sur les genoux. Voilà, des détails. Luciana, la directrice de l'hôtel, et Hélène, son assistante, écoutent avec attention les demandes du manager des Bleus. Même si parfois, elle semble le trouver un peu tatillon. Parce que explique-lui qu'il y en a un qui va rentrer un soir, qui va marcher, et puis il va finir 2 ans. Ah non. Si. Donc est-ce qu'on peut, 1, la vider, et 2, la fermer? Oui. Mais une plaque en dur, tu sais. Oui, du bois. Ouais. Parce que là, le soir, il est avec le mec qui est avec son téléphone ou en train de discuter avec un autre. Pouf. Voilà. C'est drôle. Le genre avec ses téléphones qui tombent dans l'eau. Cool, décontracté, Erwan n'en est pas moins intraitable. Ça. Luciana, esse barulho. C'est quoi ce bruit? C'est le soufflage pour les feuilles. D'accord, ça se fait tous les combien? En fonction du temps?
tous les jours. Ben voilà, ben ça, typiquement, ça peut pas. On fait le balai. Mais non, tu fais pas le balai. Non, mais si. Cette activité-là, si elle est nécessaire à la bonne vie de l'hôtel, il n'y a pas de problème pour qu'elle ait lieu, mais elle ne peut pas avoir lieu si jamais entre la fin du déjeuner et le départ pour l'entraînement. E se não vai poder acontecer nos horários. De toute façon, on vous donnera tous les jours nos horaires et notre planning, et vous donnerez le vôtre et on comparera les deux. Non, mais ça, on peut... Tout doit être parfait. Aucun souci, même minime, ne doit venir perturber la tranquillité des joueurs. C'est la 3e fois qu'Erwan vient ici, mais aussi la dernière avant l'arrivée de l'équipe. Il doit donc penser à tout. À son départ, dans à peine 24 heures, tout devra être prêt. Après, il y a le fait que ce soit complètement plat. Après avoir été responsable des partenariats au Stade de France, Erwan Le Prévost est devenu à 35 ans le manager des Bleus. Une ascension fulgurante qu'il doit notamment à son extrême rigueur. Prochaine étape, essentielle, les chambres des joueurs. Des chambres individuelles, spacieuses mais sobres. C'est très bien. C'est bon. Ouais, Le team manager est emballé. non, c'est super. On aurait pu faire enlever le deuxième lit et puis leur dire bah, mettez-nous une table supplémentaire, une petite commode, une petite... Non, ils aiment bien avoir leurs affaires posées en vrac sur le lit, comme ça ils retrouvent ça rapidement. Voilà, un truc en plus. Que ce soit en termes de mobilier ou bien d'aménagement d'espace, toutes les demandes ont été respectées. Pendant la compétition, il fera près de 30 degrés. Alors pour optimiser le confort et la récupération des joueurs, Erwan a également demandé le changement du système de climatisation. Là, en fait, dans toutes les chambres, en général, ce que nous demande le doc, c'est de mettre des chambres à la température de 21 degrés. Là, elle est en marche. En termes de bruit, il n'y en a quasiment pas. Et pour nous, c'est super important ce qu'on a également fait faire, c'est qu'on a demandé à l'hôtel, pour couper le son, tu regardes si tu ouvres la porte, de refaire en bas les jointures pour isoler en termes de lumière et de nuisances sonores de l'extérieur. C'est parfait. Autour d'un café, Erwan doit maintenant régler les derniers petits détails. Ce qui est indispensable pour nous, c'est que ce qui doit venir au théâtre, c'est le Wi-Fi, on ne le veut pas par des paraboles, on ne le veut pas par des satellites, on le veut par de la fibre. Voilà. Et que lui nous amène la fibre jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Et après, on a un prestataire qui va s'occuper du dispatch et de répartir l'énergie dans les différentes salles où qui seront occupées. D'accord. Du coup, tu l'as dans le mail que je t'ai envoyé. Luciana ne parle pas français. Hélène doit tout lui traduire. Assis à droite de la table, Elio, un représentant brésilien de la FIFA, la Fédération internationale de football. Il va accompagner Erwan pendant toute la journée. Son rôle, aider Erwan en cas de problème. Mais pour le moment, le problème d'Erwan, c'est de ne pas dépasser le budget de 3 millions d'euros fixé par la Fédération française de football. Et ça s'annonce pas facile. Le cahier des charges est très lourd. Le cahier des charges, il est multiple parce qu'il reprend toutes les fonctions du staff. Donc tu as un cahier des charges technique qui est en gros Didier et ses adjoints qui nous disent bah voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça pour m'entraîner, quel truc sportif. Tu as celui du doc sur les contraintes qu'il y a en termes de soins des joueurs, d'espace disponible, de matériel qu'on doit emmener, sachant que la réglementation au Brésil elle est compliquée, donc on va faire partir dans un container tous les produits médicaux, parce qu'en douane ça prend beaucoup de temps, donc on va les faire partir en amont. Et après, tu as tout le cahier des charges de nous, de l'orga, quoi. Les chambres pour les joueurs, où est-ce qu'on met les joueurs, comment on les répartit par rapport aux différentes activités, où est-ce qu'on met la salle de sport, qu'est-ce qu'il faut comme contrainte alimentaire en termes de restauration. Ouais, après, le cahier des charges, tu l'assembles, il doit faire pas 200 pages. Donc. Pour pouvoir respecter le cahier des charges, Erwan doit donc être très rigoureux. Ça tombe bien, c'est un maniaque des détails. Il pense à tout, même aux prises de courant. Oui, mais regarde, tu comprends, c'est que si on en met une là, d'accord, une dans le mur, et qu'après, à chaque fois... Mais non. Mais non. Tu peux mettre deux sur quatre. Je peux en mettre un là, d'accord? Une dans ce sens-là. Ouais. Et une là. Oui, mais du coup, j'en perds deux. Alors que si jamais, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient avec nos rallonges à nous, on met ça, on le met dans le mur, d'accord? Après, on met une rallonge européenne. D'accord, ok. Donc on fait ça. Donc on amène nos rallonges. Tout le temps qu'on passe là à gérer ce détail-là, c'est le temps que tu passes en moins à le gérer quand tu es sur la compète, mais 50 personnes que tu déplaces, ça prend du temps à organiser. On va se promener. Allez.
quelques détails près, l'hôtel remplit désormais toutes les conditions pour accueillir les joueurs dans 40 jours. Pour l'instant, ce voyage préparatoire se déroule sans accroc. Sans attendre, direction maintenant le centre-ville de Ribeirão Preto. Avec près de 600 000 habitants, Ribeirão Preto n'est que la 30e ville du Brésil. Mais c'est en revanche l'une de celles dont le taux de criminalité est le plus faible. Erwan a justement rendez-vous avec l'un des artisans de ces bons résultats, Madame le maire. Darcy Vera est la locataire de l'hôtel de ville depuis 5 ans. Et elle compte bien profiter de la venue des Bleus pour entretenir sa cote de popularité. Et Pelé lui a donné un conseil sur la France. Disse, Et il a dit non. cuidado, eles são muito rápidos. Attention, ils sont très rapides. Qui est brésilien? Les Français, non. Tous les Français, hein. É. Mais Erwan, lui, n'est pas venu là pour plaisanter. Il vient d'apprendre une nouvelle qui ne lui plaît pas du tout. L'un des hôtels de la ville possède une vue imprenable sur le stade où vont s'entraîner les Bleus. Un bon business en perspective pour l'hôtelier, mais pour Erwan, c'est surtout une menace pour la confidentialité des entraînements des joueurs. Alors il veut savoir ce que Madame le maire compte faire pour résoudre ce problème. On va avoir une discussion un peu houleuse, mais laisse-nous commencer si tu veux. Une discussion houleuse que Madame le maire nous demande de ne pas filmer, mais Erwan garde son micro ouvert. J'ai appris qu'il avait fait appel à une agence française pour vendre aux journalistes des chambres d'hôtel en leur garantissant une vue sur les entraînements de l'équipe de France. Nous, on a interdit aux journalistes français d'aller dans cet hôtel. Au final, potentiellement, il peut y avoir des membres du staff de l'équipe de Suisse, de l'équipe d'Équateur et de l'équipe de Honduras qui peuvent venir dormir ici et voir nos entraînements. Voilà tout ce que je retiens. Je peux déjà prévoir le truc, hein, c'est que nous, on va adresser un courrier recommandé à la FIFA pour leur demander quelles mesures ils prennent pour nous garantir nos huis clos. Après cette entrée en matière plutôt délicate, le reste de la réunion sera plus cordial, mais le manager des Bleus ne compte pas en rester là. Le sujet est très sensible. C'est pas fini, tu vas voir. C'est pas fini. Il est 17h. Erwan poursuit son marathon. Prochaine étape, vérifier l'avancement des travaux dans le stade d'entraînement. À partir du 9 juin, c'est ici que les Bleus viendront chaque jour peaufiner leur préparation. Sur place, il est accueilli par Jason Moises. Sorry Jason for the delay. Sorry. C'est le vice-président du Botafogo, le club de foot local qui prête son stade et ses équipements aux Bleus. La visite commence par les futurs vestiaires de l'équipe de France. Les ouvriers sont encore en plein chantier. Erwan semble inquiet. C'est fini quand? Quando termina efetivamente, Rogério? Até a montagem dos armários até sexta-feira que vem. Tudo que sexta-feira que vem, dia... Vendredi prochain, donc 15, 16, 14, Não, 14. 14, 14? 15. Dans une semaine, c'est complètement fini. 14. Il dit que... Sexta-feira que vem é 16. Não, dia 14. 14 ou 15? Le 14 ou le 15? 14 ou 15. Si l'équipe arrivait le 15 mai, on pourrait s'entraîner le 15 mai et étudier le vestiaire. Avec tout ce qui reste à faire comme travaux. Pour tous ces travaux, la Fédération française de football a investi 65 000 €. Une somme raisonnable qui correspond à la philosophie de Didier Deschamps. Pas trop de luxe, pas trop d'opulence, toujours faire profil bas. Dernière étape de la visite, le terrain. Il y avait 4 bars, maintenant il y aura 6 bars. D'accord, les buvettes. Je vais donc c'est... Ouais. Je sais pas, là. Ah, bom, gramado... Impressionnant. C'est sur cette pelouse que Didier Deschamps mettra en place tous ses schémas tactiques. Et malgré la nuit, Erwan apprécie la qualité du gazon. Là, ils sont déjà intervenus sur la pelouse, là? Ok. Ah oui, oui. Oui, d'accord, oui. Ok. Compris. D'accord. C'est pas fini. Les step by step, c'est dans le rapport que j'ai envoyé. D'accord, super. Tout semble aller pour le mieux. Mis à part bien sûr ce problème avec l'hôtel situé juste en face, idéal pour espionner les Bleus. Pour Erwan, une seule solution, boucher la vue sur le terrain d'entraînement. Non mais surtout, Ronaldo, si moi ce que j'ai besoin qu'il me dise c'est, en étant là, si je veux que personne de l'hôtel ne puisse voir jusqu'ici, donc la partie gauche du terrain, il faut que le monsieur me dise,
quelle hauteur il faut. Et cette hauteur-là, combien ça coûte? Que é então que vocês sejam capazes de dizer assim, ó. Le propriétaire de l'hôtel étant résolu à faire du business sur le dos des Bleus, Erwan a donc suggéré qu'on installe une bâche de 3 mètres de haut le long du terrain. Puisque, a priori, il ne cédera pas et qu'il va vendre ses chambres, eh ben, on va essayer de trouver une solution pour cacher tout ou partie du terrain de la vue des chambres de l'hôtel. Voilà, système D. On anticipe, on réagit, c'est marrant. Ça fait maintenant 10 heures qu'Erwan a commencé sa visite d'inspection. La journée marathon s'achève enfin. C'était important d'avoir les réponses aux questions qu'on posait. Important de leur montrer, au-delà du fait de venir juste 24 heures, de leur montrer qu'on était présent et qu'on suivait les travaux pour voir précisément où ça en était en termes d'avancement. C'est très rassurant. Donc là, on va repartir préparer le stage de prépa de la Coupe du Monde, l'esprit libéré. Une bonne nouvelle. Une bonne journée en tout cas. Mais avant de regagner Paris et de retrouver l'équipe de France, le manager des Bleus doit encore remplir une mission à haut risque. Et cette mission sera aussi pour lui l'occasion de tester les transports aériens. Le lendemain matin, nous retrouvons Erwan à l'aérodrome de Ribeirão Preto. Avant de quitter le Brésil, il doit faire une escale à Sao Paulo. Il n'y a que 300 km, mais plutôt que d'y aller en voiture, il en profite pour tester par lui-même la fiabilité des transports aériens en cas d'urgence. Erwan avait réservé un hélicoptère, mais apparemment, il y a un petit changement de programme. Ils ont réservé un avion. Pour le même prix? Ça change quoi? Non, ça change rien. D'accord. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est plus confortable, c'est plus vite. Regarde. Tu vois le Brésil? C'est ça, on avait demandé d'avoir un hélicoptère, du coup ils nous mettent un avion pour le même prix. Erwan est agréablement surpris. Mais s'il embarque dans cet avion d'affaires, ce n'est pas par snobisme, mais bien pour parer à toutes les situations. Si tu as un joueur qui ne rentre pas avec l'équipe parce qu'il a l'antidopage ou qu'il a une blessure grave, il faut aller dans une clinique à Porto Alegre ou ailleurs. Et bah, tu sais, il faut trouver la solution pour pouvoir potentiellement le rapatrier en se posant aucune question sur le moyen de transport. Le travail d'Erwan, c'est de ne rien laisser au hasard. C'est pour ça qu'il tient à tester lui-même la qualité du vol. Au Brésil, là où les distances sont gigantesques, le pays a développé un réseau de transport aérien privé pour un coût très compétitif. Près de 10 fois moins cher qu'en France. Ça, c'est inenvisageable en Europe parce que le prix des avions, c'est beaucoup plus cher. Mais au final, ça peut être une vraie solution, une vraie alternative si jamais on n'arrive pas à prendre les bons avions, s'il y a des grèves, s'il y a des retards, si on a des joueurs qui ne peuvent pas rentrer avec l'équipe, si on a un dirigeant qui a une urgence, c'est important. Erwan est conquis. Après 50 minutes de vol, il arrive sans encombre à Sao Paulo. Une mégalopole tentaculaire de 22 millions d'habitants. C'est dans cette jungle urbaine qu'il doit accomplir sa dernière mission. Récupérer tous les billets des matchs de l'équipe de France achetés par la Fédération française de football. Tu vas voir? Et c'est dans ce lieu improbable que ça se passe. Pas très glamour comme endroit pour venir retirer des billets de la Coupe du Monde. Un gymnase, bon. Écoute, communique-leur le prix de GL. Et il y a pas mal de monde qui nous demande quand est-ce qu'ils peuvent récupérer le billet parce qu'ils ont besoin de l'avoir entre les mains. Même si tu leur dis, mais vous inquiétez pas, je comprends, les gens ils ont dépensé de l'argent pour venir jusqu'au Brésil, ils sont plutôt rassurés s'ils ont déjà leur billet avant de partir pour ici. Sur la table, un véritable trésor. Il y en a pour 1 demi-million d'euros de billets. Erwan n'a pas droit à l'erreur. How many tickets we have? A lot. More? It's okay. Yeah, more than 1,000. And more, 500 more, no? Yes, just a second. Entre le papier que j'ai moi de Sébastien Caté, qui est le responsable de la billetterie à la Fédé, et le papier qu'ils veulent me faire signer, il manque des billets. On va voir, on va vérifier. Ouais. On a combien là? Pas d'autre solution que de compter un à un tous les billets. Ah, il en faut 358. Plus 33. 12. Et tu les as recomptés? Combien? 21. Oui. Your numbers are correct. Okay. It's all fine. But these ones are also correct. I'll tell you why. The difference is because you have to wait for France to qualify. They are conditional tickets. Oh, okay. They are for the okay. Exactly. So For the other game. Exactly.
Au final, le compte est bon. Et il y a même une bonne surprise. A priori, sur l'Équateur France, on doit en récupérer 640 et là on en compte 642. Bon, rien dire. Il n'y a plus qu'à repartir. Mais pour le coup, la représentante de la FIFA s'inquiète un peu. No, the car is in front of the entrance. Je suis arrivé avec une petite sacoche, je vais repartir avec une petite sacoche. Voilà. Il n'y a pas de raison et je préfère être plutôt discret que d'afficher un garde du corps et les trucs qui va avec. C'est pas notre façon de travailler. Donc, Erwan s'improvise donc transporteur de fonds. Mais pour ne pas attirer l'attention, il va transporter le magot dans de vulgaires sacs poubelles. Ça fait vraiment les mecs qui ont fait un casse et qui rentrent à la maison avec le pactole, quoi. Dans notre petit sac, là, il y a 1500 billets, 500 000 euros de valeur marchande. Et au marché noir, en fonction du match, le double ou le triple. C'est pas un truc que je fais tout le temps, même la première fois que je le fais, donc autant dire que plus vite ils seront dans le coffre-fort à la Fédé, mieux ce sera. Demain matin, ils y seront demain matin. Fin de mission pour Erwan. Il peut désormais rentrer à Paris avec dans son sac plastique les précieux sésames pour la Coupe du Monde. Quant aux infrastructures, Erwan semble rassuré. Mais seront-elles prêtes le 9 juin pour l'arrivée des Bleus? Il ne reste plus qu'un mois à Erwan et au staff des Bleus pour préparer la Coupe du Monde. Une dernière ligne droite qui s'annonce particulièrement intense. Équipe médicale, staff technique, management, supporters. Ils devront tout faire pour que l'équipe de France aborde la compétition dans les meilleures conditions. Mardi 12 mai, un mois pile avant le début de la Coupe du Monde, à la Fédération Française de Football, dans le 15e arrondissement de Paris. 7000 m² de bureaux, 240 salariés, dont 19 spécialement chargés de l'équipe de France. Et parmi eux, Philippe Tournon. Bon, on change rien, Erwan. C'est le chef de presse des Bleus. Interview, apparition médiatique, conférence de presse, Philippe gère tout ce qui concerne la communication. Et justement ce soir, au journal de 20h, le sélectionneur doit annoncer la liste des 30 joueurs qui pourront potentiellement partir au Brésil. Un événement attendu par des millions de Français. Là, je pense Fred est en train de noter soigneusement. Après, il va taper. Je pense qu'il va rappeler Didier pour lui relire 2 fois, si c'est pas 3, la liste. Au service de presse de la Fédération Française de Foot depuis 1983, il est un peu la mémoire vivante de l'équipe de France. Michel Platini ou encore Aimé Jacquet, Philippe, 70 ans, a travaillé avec 9 sélectionneurs. Et pour que tout soit parfait ce soir, il règle chaque détail avec les équipes du journal télévisé. On en est où au point de vue timing dans le conducteur du JT? C'est toujours 20h10 à peu près. Donner les noms de 30 joueurs devant une caméra, cela peut paraître simple. Et pourtant... Il y a eu quelques précédents un peu fâcheux. Je me souviens d'une liste de Domenech à Téléfoot, un direct depuis Clairefontaine. Et le producteur de TF1 pensait que Raymond allait lire les noms. Et en fait, il y a une diapo qui s'est affichée sur un écran. Mais l'écran pris par la télé, on ne voyait rien. Donc il y a eu un blanc sidéral de, je sais pas, 1 minute 30. À l'antenne, c'est énorme. Et à la fin, c'est le regretté Thierry Gilardi qui a repris la parole depuis les studios à Paris. Il est 17h. Il est temps de récupérer la précieuse liste. Le document le plus attendu du football français depuis 4 ans. Très bien. Allez. Et c'est évidemment Philippe qui est chargé de l'amener aux équipes du journal télévisé. Donc ça y est, c'est ça. Ça y est, c'est dans le sac. La liste qui t'attend. Voilà, cette liste, cette fameuse liste des joueurs qui feront la Coupe du Monde pour la France. Elle est dans la boîte. On va prendre l'imperméable et on va partir à TF1. Nous vous expliquerons comment le sélectionneur a construit sa liste. Nous vous emmènerons dans les coulisses d'un choix cornélien, d'un casse-tête. Presse, télé, radio, au comptoir des bistrots. Ce jour-là, la liste de Didier Deschamps est sur toutes les lèvres. On est dans l'attente des résultats d'élections présidentielles, quoi. Cette liste, ils ne sont que quelques privilégiés à en connaître le contenu. Parmi eux, Philippe, bien sûr,
Mais aussi Noël Le Graët, le président de la FFF, et évidemment... Guy Stéphane, Didier Deschamps et Frédéric Forestas. Ouais, c'est vrai, on n'est pas très nombreux. Mais bon, je regarde, il n'y a pas de... La caméra armée, on va voir au feu rouge, peut-être qu'on va être braqué, hein. Vous avez fermé les portes, hein, taxi. Hein. Ah oui, ouais. Ah oui, j'ai pas envie d'être braqué une fois dans ma vie, non. 17h30. Le chef de presse des Bleus arrive devant les locaux de TF1, où l'attend un comité d'accueil. Monsieur, bonjour. Bonjour. Salut Greg. Ça va Philippe? Et toi? Ouais. Philippe est rapidement dirigé vers une pièce sécurisée, où il peut enfin, sans craindre les fuites, transmettre la liste des heureux élus. Il en profite pour régler les derniers détails avant l'annonce sur le plateau du JT. Voilà, donc ça se passera exactement comme ça à l'antenne. Okay. Bon, on va voir avec Gilles Boulot comment il se présente. Et à un moment donné, donc Didier dira voilà, voici les 23 joueurs. Voilà, gardien de but. Et les... Reste à superviser le choix des images des joueurs avec les quelques personnes autorisées dans cette salle, devenue la plus sensible de TF1. Pour Philippe Tournon, tout est en place. Il est temps de rejoindre Didier Deschamps, le sélectionneur qui vient d'arriver à la chaîne. Tout va bien? Il est 19h30. Le journal est dans 30 minutes. Le sélectionneur est accueilli par Gilles Boulot, le présentateur du 20h. Monsieur Didier, vous entraînez-vous depuis la dernière fois? Ça va? Grande journée pour vous. Pour nous, merci. Hein? Pour nous aussi d'ailleurs. Oui, pour vous. On parlera voilà, d'équipe, l'esprit d'équipe que vous voulez faire, des absents, enfin, j'imagine qu'il y en aura, des absents notables. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là, oui. Oui, mais uniquement ceux qui nous disent quelque chose. Ah bah, je sais pas, moi, il y en a peut-être qui vous disent quelque chose, à moi ils me disent rien. Hein. Bon, voilà, ça va être bien, ça va être bien. Vous posez les questions que vous voulez. Le ton est donné. Deschamps ne se laissera pas déstabiliser. Reste à espérer que l'annonce se passera sans accroc, comme Philippe l'a prévu. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes à 30 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Dans 20h, le sélectionneur va enfin parler. Didier, c'est à vous, vous avez la parole. Alors, gardien de but, Michael Landreau, Hugo Loris, Steve Mananda. Défenseur, Mathieu Debuchy, Lucas Digne. Pendant que Didier Deschamps dévoile les noms des joueurs, en coulisses, comme 9 millions de Français, Philippe Tournon, Erwan Le Prévost et plusieurs personnalités de la chaîne écoutent religieusement l'annonce tant attendue. C'est capital de devoir le gagner. Merci infiniment Didier Deschamps d'avoir accepté notre invitation. Très clair. Le chef de presse est satisfait de la prestation du sélectionneur. Au démarrage, la technique a tardé à incruster les images, mais Didier, qui a l'œil à tout, de lui-même, a rétabli le rythme pour permettre à l'image de rejoindre le nom. De grande qualité, impeccable. bien évidemment. Mais la soirée de Philippe Tournon n'est pas encore terminée. Deschamps va devoir enchaîner conférences de presse et interviews, alors Philippe veille au grain. Un journal télévisé, plus une conférence de presse, plus l'interview derrière, c'est un exercice qui est pas évident. Il est bien, c'est un masque, solide, tenace, il lâche rien. L'annonce de la liste, la conférence de presse, tout s'est passé comme prévu. Mais pas vraiment le temps de souffler. Philippe, Erwan et tout le staff des Bleus vont maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ils doivent préparer l'arrivée des joueurs de l'équipe de France au centre d'entraînement. De toute façon, c'est une fois tous les 4 ans. Attends, il y en a encore dans 2 ans. Clairefontaine, 2 jours plus tard. Située juste à côté de la forêt de Rambouillet, au sud-ouest de Paris, cette petite commune d'à peine 800 habitants est surtout connue pour abriter l'Institut national du football depuis 1988. Pendant l'année, Clairefontaine est un centre de formation pour les jeunes espoirs du football français. Mais avant chaque grande compétition, il laisse la place aux Bleus, car c'est ici que l'équipe de France effectue ses stages de préparation. Enfin, on va tout mettre ça au vestiaire avant qu'ils arrivent. Et voilà, c'est reparti. Cet homme, c'est l'un des personnages clés du staff de l'équipe de France. Manu de Faria a en charge toute l'intendance des Bleus. C'est lui notamment qui prépare toutes les affaires des joueurs. Là, c'est Franck Ribéry.
Donc voilà. Là, on va leur installer donc une tenue, un sac entraînement et la valise de présentation qu'ils vont avoir. Les 30 joueurs, ils auront ça quand ils vont arriver, dès qu'ils vont arriver. Le sac entraînement, et dedans, ils ont toutes les tenues d'entraînement qu'ils auront besoin pour tout le stage. Ça, c'est leur tenue. Entraînement, chacun personnalisé à chaque fois. FR, c'est Franck Ribéry. Tout est marqué, tout est personnalisé de manière qu'on donnera à chaque lavage, qu'on donnera à chaque joueur. Pour Manu, 68 ans, c'est la dernière Coupe du Monde. Après, il prend sa retraite. Depuis 1983, date de son arrivée à la Fédération française de football jusqu'à aujourd'hui, chaque nouvelle génération de joueurs a forcément eu affaire à Manu de Faria à un moment ou à un autre. Je suis un peu leur nounou, leur homme à tout faire. Voilà. Donc ils savent que chez moi, ils trouvent tout. De la mousse à raser au chewing-gum, des fois la boîte de chocolat. Mais là, c'est interdit pour toute la préparation. Les joueurs sont convoqués dans 4 jours. Mais certains ont devancé l'appel, comme Loïc Rémy, l'un des attaquants de l'équipe de France. Oula. Loïc, t'es déjà arrivé? C'est lundi le rendez-vous. Ouais, là-bas, dans mon local, il y a ce qu'il faut. Pardon. Pas de mal, au contraire. Un seul. Mais oui, il a un peu dans ça, oui. C'est lui qui fait l'équipe de France. Voilà. C'est pas ce qu'on m'a compris. C'est lui. Voilà. Comme Loïc Rémy, beaucoup de joueurs français parmi les plus prestigieux ont développé des liens forts avec leur nounou. À tel point qu'à chaque retrouvaille, Manu a toujours droit à son petit cadeau. Ça, c'est ma collection de maillots, c'est-à-dire que ça, c'est des maillots que les joueurs emmènent de leur club. Voilà. Quand ils viennent, ils me disent, tiens, Manu, je t'offre mon maillot. J'en avais un de Thierry Henry, là, qui a disparu, je ne sais pas où. Le maillot avec lequel ils n'avaient jamais perdu. Qu'ils avaient fait une série en vaincu. Ils me l'avaient ramené. Ils m'avaient ramené exprès. Et après, bon, il a disparu d'ici. Puisque quelqu'un d'autre avait dû avoir les clés et se servir, un collecteur. Celui-là, il me manque. La réserve de Manu, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. En bon papa poule, il y stocke à la fois le nécessaire et le superflu, tout pour que les joueurs ne manquent de rien. Mon petit KGB, c'est ma petite réserve quand on est ici. J'ai ici juste ce que j'ai besoin pendant le stage. Et pendant tout le stage, si j'ai besoin de quoi que ce soit, une paire de chaussures en dépannage ou un maillot d'entraînement, un truc comme ça, je l'ai entreposé dans ce petit magasin-là. Et donc on a une petite réserve de chaussures, donc des fois pour dépanner les joueurs. Voilà, Paul Pogba, par exemple. Encore quelques jours avant l'arrivée de Paul Pogba et de tous les autres joueurs retenus par Didier Deschamps. Mais avant que Ribéry, Lloris, Evra et les autres n'arrivent à Clairefontaine, le sélectionneur a donné rendez-vous à tout son staff. Dimanche 18 mai, la veille de l'arrivée des joueurs. Aujourd'hui, Didier Deschamps, Philippe... C'est à moi. Chargé comme une souris. On est autour de l'épaule, s'il te plaît. Mais aussi Erwan, Manu et les autres prennent leur quartier au château. Le château, c'est le surnom qu'on donne à la résidence de l'équipe de France. Ben là c'est spécial, d'habitude j'ai une chambre au rez-de-chaussée de la résidence, mais compte tenu qu'on va se retrouver à une trentaine, ou peu s'en faut en fin de semaine, exceptionnellement je suis délocalisé. Avant c'était ma chambre ici là, la porte-fenêtre. Pendant 22 ans, pendant 20 ans j'ai été là, à la chambre 10. Avant de rentrer dans la dernière ligne droite, les 19 membres du staff qui jusqu'à la fin de la compétition s'occuperont des joueurs ont droit à un dernier moment de détente. Ambiance bon enfant, autour d'un petit cocktail à la mode brésilienne, évidemment. Réunion du staff, premier rendez-vous, premier jour de stage pour le staff, donc la caipirinha évidemment, l'apéritif brésilien. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière parce que demain les choses sérieuses commencent, donc là on est entre nous, on soude le groupe et c'est le grand départ. Voilà, c'est vraiment important.
le coach y tient et nous aussi, c'est la convivialité, passer du bon temps pour bien se préparer demain et accueillir les joueurs et être en grande forme parce que là c'est vraiment parti pour nous, quoi. Donc voilà, les derniers détails. Demain, à 3 semaines de la Coupe du Monde, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Le lendemain matin, c'est l'effervescence. Ce lundi 19 mai, les premiers joueurs s'apprêtent à rejoindre le château. La journée s'annonce chargée. Le staff des Bleus au grand complet se réunit une dernière fois avant leur arrivée. Nous retrouvons Philippe Tournon, le chef de presse des Bleus. Aujourd'hui, il a beaucoup à faire. Car quand les joueurs arrivent, la presse n'est jamais bien loin. Et Philippe impose très vite sa façon de voir les choses. Non, oh. Vous restez là, s'il vous plaît. Pardon. Tout de suite, la voiture, c'est insensé, ça. Et les caméras, là, vous les reculez, s'il vous plaît, dans l'alignement. On va commencer à hausser le ton le premier jour. Vous êtes tous grands, disciplinés, patron. Si Philippe Tournon est aussi à l'aise avec les journalistes, c'est qu'il a longtemps exercé cette profession. Pendant 17 ans, il était Monsieur Foot pour le quotidien L'Équipe. Une fois les journalistes bien rangés, les premiers joueurs arrivent. Moussa Sissoko, Mathieu Debuchy, Mamadou Sakho, Hugo Lloris et Patrice Evra sont les premiers arrivés. Mais tous ne seront pas là aujourd'hui. Ils arriveront au compte-gouttes tout au long de la semaine. Un peu plus tard, dans la salle de presse, Didier Deschamps et son capitaine Hugo Lloris font face aux journalistes. Et le chef d'orchestre, c'est Philippe Tournon. Après la conférence de presse, Didier Deschamps réserve une surprise aux journalistes. Pour la première fois, il a décidé de mettre les hommes de l'ombre dans la lumière. Tout l'encadrement de l'équipe de France est présenté aux journalistes. Guillaume Bigot, alors responsable de la rédaction, c'est lui qui est tout le temps au quotidien avec toujours des appareils photo, appareils vidéo, grand spécialiste des sites internet, enfin, du site internet de la fédération. Donc voilà, je vais m'écouter, je vous les laisse, soyez gentils avec eux, parce qu'ils n'ont pas forcément tous l'habitude d'être face à vous, donc, et de toute façon je leur ai dit, les questions, les réponses c'est juste oui et non. Il n'y aura pas de dérapage. Voilà. Merci, à plus tard. Une façon pour le sélectionneur de mettre en valeur le rôle de tout le staff et de renforcer la cohésion de toute l'équipe. C'est des rouages importants dans le fonctionnement, ils sont là avec le même objectif que moi, de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, avec chacun leurs compétences dans leur domaine, et puis ils contribuent aussi à un état d'esprit, une joie de vivre. Voilà, c'était l'occasion pour moi de les mettre à l'honneur par rapport à tout ce qu'ils font depuis 2 ans, parce que si on est qualifié, eux aussi, ils ont leur part dans cette réussite, et puis je compte sur eux, ils le savent pour ce qui nous attend. Arrivée des joueurs, première conférence de presse, une journée importante qui symbolise le véritable départ de l'aventure brésilienne. Parfait, pas d'incident, il n'y a pas de pluie, les journalistes sont contents, ils ont leurs images. Que demander de plus pour un premier jour? C'est la fin de l'après-midi. Les joueurs, eux aussi, sont déjà à l'ouvrage. Au menu, petite promenade à vélo sur la recommandation express de Franck Le Gall, le médecin du groupe. En fait, c'est du plat parce qu'on ne veut pas prendre de risques non plus. Plus de chute, il y a des fous furieux dans l'équipe. C'est où on prend à gauche et on a du plat, ou on prend à droite, et là, c'est risque de chute majeur. L'histoire, c'est d'aller faire un travail foncier, aérobie, en détente, voilà, pendant 1 heure. Il n'y a pas de travail spécifique. Athlétique, on va dire, digne de ce nom. Moi, c'est la selle. Un travail foncier tout en détente, avec lequel Erwan Le Prévost et Philippe Tournon préfèrent prendre leur distance. Pour les sportifs, ça. Ils sont derrière toi, moi je... Non. Erwan a la lucidité de sa réalité. Tous ne l'ont pas. Tu vas faire du vélo, Philippe? Justement, comme je partage la même lucidité que toi, je ne vais pas du tout me risquer. On parle par là, non? Ouais, partez par là, hein, c'est mieux. Hein.
La promenade devait durer 1 heure à travers la forêt, mais un petit contretemps va prolonger l'exercice. Bonjour. Bonjour. On s'est perdu dans la forêt là pour retrouver les touristes. Vous cherchez où? Merfontaine, le centre technique de foot. Là. Alors, le centre technique de foot, il faut remonter là. C'est tout droit. Vous avez une bonne montée. C'est une bonne montée. Merci, boss. Quand vous faites un peu de montée, vous avez une route. Et à droite, à 400 mètres. Vous traversez la route. Merci, chef. Ce monsieur n'a même pas reconnu les stars de l'équipe de France. C'est donc incognito qu'ils vont regagner Clairefontaine. Le lendemain, les joueurs entrent dans le vif du sujet. La Coupe du Monde est dans 20 jours et dans 1 semaine, les Bleus joueront leur premier match amical de préparation contre la Norvège. Didier Deschamps et son staff sont en pleine préparation. Mais la victoire ne se prépare pas uniquement sur le terrain. Dans ce bâtiment, une cellule d'experts de la fédération est à l'œuvre. Tu vois là, je vais même faire un arrêt sur image là. Là, on voit bien les 4-1, et là, tu as tous les côtés qui sont libres. Donc ça, tu peux le montrer. Le rôle de Thierry Marzalek et son équipe, tout savoir, tout analyser sur les futurs adversaires des Bleus. Quand on décrit un adversaire, on cherche toujours aussi le moyen de comment le mettre en difficulté. Il faut vraiment regarder, c'est des heures d'attention, des heures d'essayer de trouver le petit détail en fin de compte. Il faut vraiment trouver la faille. Trouver la faille. Mettre en lumière les forces, mais aussi les faiblesses d'un adversaire afin de faciliter le travail du sélectionneur. Pour ça, Thierry Marzalek et son adjoint Éric Dubray abattent un travail de titan. En 15 ans, ils ont déjà accumulé plus de 11 000 fiches sur les joueurs du monde entier. Et pour chaque équipe affrontée par les Bleus, ils dissèquent 10 matchs, soit plus de 900 minutes de jeu. À la force de voir des matchs, on connaît à peu près quelles sont les stratégies utilisées, les différents systèmes de jeu, les moyens de contrer ces différents systèmes, etc., etc. Forcément, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Tu vas voir contre la Suisse, ils vont jouer dans un groupe anglais. Fiches, vidéos, schémas, un décryptage précieux pour Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphane. Ils sont obligés d'éplucher tous les matchs, de les visionner, de les revisionner. Et ensuite de tirer des actions que souhaite Didier. On doit savoir aussi sur le plan offensif et sur le plan défensif ce qui nous attend. C'est pour ça que ça nécessite de nombreuses heures de travail en amont. Un rôle majeur pour Thierry et Eric, qui ont encore quelques longues heures de vidéo à décrypter avant le début de la Coupe du Monde. Trois jours plus tard, changement d'ambiance. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée comme les autres à Clairefontaine. Une fois n'est pas coutume, le programme des Bleus n'est pas 100% sportif. La matinée sera consacrée à des opérations promotionnelles. Priorité de soleil et les Antilles. Allez, moteur. 8 sur 1. Attends, 8 sur 1 première. Il est 10h. Une équipe de télévision a posé ses caméras sur la pelouse du stade d'entraînement. Au programme, le tournage de petits spots promotionnels. Pour orchestrer cette matinée, Erwan Le Prévost. Pour l'occasion, le manager des Bleus s'improvise assistant réalisateur. Et ce, dans des conditions un peu difficiles. Par le temps, tout se passe bien. Cool. Les joueurs sont sympas, font attention. Voilà, ouais, ils se plient et ça fait partie des OP à faire. Ça change du foot, mais pas le terrain en tout cas. Malgré la pluie, les footballeurs jouent le jeu. Ils semblent même bien s'amuser. Pour eux, c'est une récréation. Et pour l'équipe de France, une efficace opération de promotion. Erwan est ravi. Franchement, cette OP, pour moi, elle a deux importances. La première, c'est que tu démultiplies l'image des joueurs et tu montres une image plutôt sympa, tels qu'ils sont dans le quotidien et pas sur un terrain de foot. Et en plus, ça permet de les mettre ensemble. C'est pour ça qu'on a cassé un peu les groupes, tu vois, de les mélanger entre eux et de les faire se rencontrer et de se chambrer un peu et discuter. Donc si en plus ça peut nous aider à renforcer la cohésion d'équipe, c'est pas plus mal. On se fait juste une rotation un peu en serré, mais vue de l'autre côté qu'on n'a pas faite. Ces petits sketchs humoristiques seront diffusés à la télévision. L'idée, c'est de montrer que cette Coupe du Monde est une fête et que les joueurs ont besoin du soutien de tous. Le fait d'associer leur image à des marques comme The Voice ou Danse avec les stars, ça leur permet de
d'accrocher de la sympathie sur des publics différents. Je pense aux femmes, aux personnes un petit peu qui s'intéressent moins au football. Et après, 2 par 2, vous allez dribbler, essayer d'être un peu sur le rythme, etc. N'hésitez pas à aller dans la blague, sur les jongles, danse avec les stars, on y va. On va faire des portraits. Pour la blague, c'est bon, il n'y a pas de pour la blague. C'est parti? Non, sérieux. Alors, moi je propose d'en faire une dernière pendant 10-15 secondes. Et fidèle à sa réputation, Franck Ribéry fait le clown et assure le spectacle. On aura plus de rire. Mais là-bas, vas-y, je trouve. Sûr? Ah, vas-y. J'ai senti qu'il y avait plus d'ambiance quand t'étais devant. Non, vas-y. Ouf, le deuxième cabella. Franck Ribéry se moque de la coupe de cheveux de Chris Marquez, juré de Danse avec les stars. La même que le tout jeune Rémi Cabella. Les gars, vous hésitez pas. C'est justement à Rémi Cabella, 24 ans, pour la première fois en bleu, que Franck Ribéry, 31 ans, 81 sélections, va devoir se mesurer dans un exercice quelque peu inhabituel. Car ces petits sketchs sont aussi l'occasion de souder les différentes générations. Rosa, monsieur citoyen. Allez, attention. Concentré. Franck Ribéry et Rémi Cabella. Musique. Allez, un peu plus vers le centre du rond central. Un beau final. Moi, je me barre, moi. Merci les gars. Erwan, merci Erwan. On vit le truc avec eux et on leur montre que, comme le Didier, tu vois, c'est pro dans la sourire et la bonne humeur et qu'on leur fait faire des OP sympas. Après, tu vois, le premier quart d'heure, les mecs, on n'a pas envie, machin, et puis là, tu vois, à la fin, on n'arrive pas à les faire partir. À l'image de Paul Pogba, il impressionne tout le monde par son sens du rythme. À commencer par son pote Blaise Matuidi. Merci beaucoup les gars. Le meilleur danseur, je pense que c'est Paul. Je pense qu'il a montré beaucoup de talent ce soir, aujourd'hui. Donc j'espère qu'il en aura autant sur le terrain, mais ça, je lui fais confiance. Paul Pogba, c'est la nouvelle coqueluche de l'équipe de France, en particulier chez les plus jeunes. Très bien, merci. Merci beaucoup les gars. Nous retrouvons l'équipe de France quelques heures plus tard. Juste avant l'entraînement, les Bleus échangent quelques passes avec une vingtaine de jeunes, tous licenciés de la Fédération française de football. Toutes les OP qu'on fait avec des enfants, les joueurs ils viennent, à la limite, si tu veux, tu leur dis voilà, on va faire un quart d'heure, ils disent non, on va rester 20 minutes, c'est des gamins, c'est des petits, ça leur fait plaisir. Donc ces OP là, tu peux demander aux joueurs, bien au-delà de l'aspect professionnel, de s'impliquer bien plus que ce que tu peux faire normalement. Viens par là, s'il vous plaît. Mais l'heure, c'est l'heure. Erwan doit interrompre la séance. C'est le moment d'immortaliser cet instant devant les photographes. Et comme toujours, Philippe Tournon, le chef de presse, est sur le coup. C'est là-bas. Oui, c'est ça là. Erwan, face aux caméras. Franck, s'il vous plaît, en revanche. Je pense que c'est mieux si les joueurs et les gamins se mettent face aux caméras qui sont là. Si on va voir de belles images de cet échange, de ce moment sympathique, c'est quand même mieux de le faire face aux journalistes que leur tourner dans le dos. C'est bon. Le timing est serré. Et Erwan est là pour faire en sorte que les joueurs le respectent. Vas-y, viens, on y va, sur le terrain, mal vu, tranquille. Mais pour certains joueurs très sollicités, c'est un peu plus difficile. C'est le cas de Blaise Matuidi. Bientôt, hein. On y va, Et surtout de Paul Pogba. Les gamins l'adorent. Ils ont du mal à laisser partir. Non, on y va, là, on passe pas. Allez, c'est parti. 11h30. Le rôle d'Erwan est maintenant terminé. La préparation de la Coupe du Monde reprend ses droits. Les joueurs rejoignent Didier Deschamps. Pour commencer, un petit footing, histoire de se décrasser. Ah, tu te sens bien avec ton costume? Au bord de la pelouse, Erwan se fait chambrer par Ribéry. Le message est clair. Les costumes cravates n'ont rien à faire sur un terrain de foot. Chacun à sa place. Tu vois la ligne blanche? Jamais rentrer dedans. Jamais. Nous, on est là pour organiser ce que veut le staff, Didier en particulier. Et après, ce qui passe sur le terrain, c'est le staff. Les joueurs et le staff. Nous, notre place, elle est autour. Sur le terrain, la pression monte. Dans 4 jours, la France va affronter la Norvège en match amical. Ce sera le premier des 3 matchs de préparation qu'ils vont disputer avant leur départ au Brésil. Là, ça commence à rentrer, tu commences à rentrer, ça commence à devenir des entraînements sérieux. Je sens que la Coupe du Monde, elle approche, c'est pas mal. Course à pied, étirement, passe. Pour les Bleus, c'est 1h30 d'un entraînement intensif.
Et pour Erwan, c'est 1h30 de plaisir. C'est à peu près un des seuls moments où on bosse pas. Donc tu te poses, tu regardes, j'apprécie. Tu prends la dimension de la vitesse, de l'impact physique des joueurs. C'est complètement différent. Et en plus, c'est souvent plus intéressant que ce que tu vois en match. Mais pour Erwan, la récréation est déjà terminée. C'est la fin de l'entraînement. Il va maintenant falloir gérer la séance de dédicace. 27 gamins émerveillés attendent les Bleus à la sortie du terrain. Eh vas-y, moi je veux trop Pogba. Au petit jeu de la Côte d'Amour, les deux grands gagnants s'appellent Franck Ribéry et toujours Paul Pogba, la nouvelle idole des jeunes. Ouais. Regarde l'autographe de Deschamps quand même. Toi tu l'as mis où? Alors Deschamps. Moi j'ai bien retenu. Là c'est Cabaye. Valbuena. Attends, il est où Valbuena? Et il est où Valbuena? Je sais qu'il est en doré. Valbuena. Ribéry. Ribéry, regarde ce qu'il m'a fait. C'est joli, hein? Les enfants peuvent maintenant rentrer chez eux avec leurs précieux trophées. Ils auraient bien aimé ajouter un ballon de l'équipe de France à leur collection. Mais les ballons sont à Manu. Ils vont retourner dans sa réserve. Comme à chaque fin d'entraînement, c'est Manu de Faria qui range les équipements. Mais cette fois, il est un peu plus pressé que d'habitude. Il doit préparer tout le matériel qui accompagnera les Bleus au Brésil. Cet endroit, exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation d'y pénétrer. Direction un bâtiment, dans un lieu tenu secret. C'est ici, au milieu des anciennes tenues des Bleus, que sont stockés, entre autres, tous les équipements des joueurs. Pour Manu, c'est un moment particulier. C'est la dernière fois qu'il vient dans cet entrepôt. Il prendra sa retraite après la Coupe du Monde. Xavier, salut, ça va et toi? Je présente Xavier qui va me remplacer. Voilà. À mon départ à la retraite, moi c'est ma dernière compétition, lui ça sera sa première. Oui. Voilà. J'espère qu'il en fera plus que moi. Je suis à ma 10e compétition. Depuis 10 jours, Xavier, l'adjoint de Manu, remplit les malles qui partiront au Brésil. Des centaines de maillots, de shorts et de chaussures, à trier, ranger, répertorier. Tout doit être expédié ce soir. Ça fait un peu bazar comme ça, hein, mais au final tout va disparaître. Une tâche plus complexe qu'il n'y paraît. On se dit sur le principe que ce sont juste des maillots, des shorts, des chaussettes, ça va pas être bien compliqué. Mais finalement, je pense que l'équipe qui est maintenant ici pourrait le démontrer. Il faut 1 an en gros pour pouvoir voir comment ça se passe et faire le tour de toutes les situations en fait. Il faut prévoir l'imprévisible en fait, c'est un peu ça l'idée. Et pour prévoir l'imprévisible, il faut une organisation de tous les instants. Xavier sait qu'il n'aura que peu de temps pour réagir pendant la compétition. Tout doit donc être parfaitement ordonné. Si jamais il y a besoin de matériel sur place, pour qui que ce soit, les joueurs, le staff, ils ont besoin d'un polo parce que voilà, le polo leur est sale ou ils ont besoin d'une tenue pour s'entraîner, moi il faut que rapidement je puisse identifier ma cantine. Donc c'est pour ça que là, c'est la cantine que je viens de remplir, celle-ci là. Bon, là je sais que dedans, j'ai mes maillots et mes shorts pour l'entraînement, j'ai juste voilà, avoir des chaussettes à part. Donc là je sais que tout ça c'est regroupé par usage en fait, entre guillemets. Shorts, maillots, survêtements. Tout doit être disponible en plusieurs exemplaires pour chaque joueur. À chaque entraînement, tu dois avoir la silhouette complète, le short, le maillot avec les publicités, pareil sur les polos, sur les vestes de présentation et tout. À chaque fois, toutes ces silhouettes-là doivent être doublées pour le besoin et doublées par rapport au fait qu'ils soient avec ou sans pub. Xavier doit par exemple prévoir 200 shorts. 200 de ce short-là. De ce short-là. La quantité d'équipements emportés est donc faramineuse. Entre les joueurs et l'encadrement de l'équipe de France, on atteint plus de 2500 pièces. Et quand on demande à Xavier le nombre de paires de chaussettes qu'il emmène... C'est un coup à se prendre la tête. Donc je pourrais te le donner, mais tu me laisses 48 heures. Une fois que j'aurai fini toutes mes cantines, là je pourrais te donner le solde précis. Là tout de suite, là non. Mais mieux vaut se prendre la tête maintenant que de revivre la soirée de cauchemar du 10 juin 1978. Ce soir-là, pendant la Coupe du Monde en Argentine, l'équipe de France n'avait pas emporté les bons maillots. Elle avait dû jouer avec la tenue vert et blanc d'une équipe locale.
Une humiliation qu'ici personne n'a oubliée. Ah non, le scénario 78, je touche du bois. Je suis pas superstitieux, mais non, c'est pas envisageable. 1200 maillots, 100 ballons, 230 paires de chaussures, mais aussi le matériel médical, ainsi que les outils vidéo. La totalité de l'équipement de l'équipe de France représente plus de 8 tonnes de matériel. On va finir à 53 mètres cubes. Ok, c'est que David. David, c'est mon équipage qui double. T'as mis qu'il en rajoute un deuxième. Beaucoup plus que ce qui était prévu par le manager des Bleus. Là, on a 30 mètres cubes de prévu. Donc là, si on calcule rapidement, on est quasiment au double. Voilà, ça date. Tout partira dans un immense conteneur, direction Ribeirão Preto. C'est fini pour le chargement, donc il y a une bonne chose de faite là. La pression tombe un peu. Espérons que maintenant il n'y ait pas de soucis au niveau des douanes, sur la livraison là-bas. Mardi 27 mai, la Coupe du Monde débute dans 15 jours. C'est l'heure du premier test pour l'équipe de France. Ce soir, les Bleus affrontent la Norvège en match amical. Une première occasion de vérifier que la préparation commence à porter ses fruits. Ok, très bien. Salut Benoît. Pour Franck Ribéry et ses coéquipiers, l'enjeu est de taille. Ils doivent impérativement se servir de ce match pour emmagasiner de la confiance. Une victoire leur permettrait d'aborder de manière positive les derniers jours de préparation. Une dynamique idéale pour le début de la compétition. Stade de France, 17h. Pendant que les joueurs quittent Clairefontaine, Manu de Faria et son équipe préparent le vestiaire. Tout doit être prêt avant l'arrivée des Bleus. Non, c'est pas la peine. Ce qu'on met, c'est... On mettra des sacs, poubelles, on mettra à linge. L'organisation du vestiaire répond à un rituel bien rodé. Tout le monde a son rôle à jouer. Manu et Xavier les intendants, Christophe et Cyril les kinés, et Nicolas Piri l'équipementier. Ici encore, tout est fait pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. En fait, les joueurs aiment bien avoir leur petites habitudes, chacun toujours à la même place. Et voilà, dès qu'ils rentrent dans le vestiaire, ils s'orientent directement sur leur place attribuée. Mais là, ils sont bien. Ils ont leur petite barre, leur petit gel énergétique, les barres protéinées, les barres glucidiques, les petits fruits secs, les fruits, pas de fruits acides. Ils sont bien. Normalement, ils sont au top. Le vestiaire commence à ressembler à quelque chose. C'est bien rodé, donc nous, on commence à être fin prêt. On les attend tranquillement. XL, t'en as pas besoin, Nico, en échauffement. Ce soir, le match France-Norvège sera le dernier de Manu de Faria au Stade de France. Alors forcément, lorsqu'il entre dans ce vestiaire, l'émotion est forte, les souvenirs se bousculent. Il y en a un qui l'amuse particulièrement. Il date de 1998. Je me souviens que j'ai arrosé le président Chirac avec Dédé. On a pris une bouteille de champagne. Et que Riton nous disait, ah, c'est le président, c'est le président. C'est le président, et il se retourne vers nous et il nous dit, ouais, vous pouvez y aller. Alors on l'a arrosé. Allez, la dernière, les gars. Pendant que Manu immortalise sa dernière au Stade de France avec ses collègues, sur le terrain, un autre membre de la fédération est en pleine discussion avec les techniciens de la sono du Stade de France. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec le son? C'est-à-dire que quand moi je dis plus fort et que c'est pas plus fort, qu'est-ce qui vous empêche en régie de le faire? C'est que vous voulez pas, vous pouvez pas. Encore une fois, moi je sais que je suis chiant, très chiant là-dessus, mais le son est tellement important dans le côté émotionnel de la chose que voilà, moi j'insiste toujours là-dessus, quoi. Florent Soulez est responsable des animations et de la gestion des supporters. Sa mission? Assurer aux joueurs le soutien de ceux que l'on appelle le 12e homme, le public. C'est lui, par exemple, qui fait disposer des milliers de drapeaux dans les gradins. Et pour atteindre son but, il ne laisse passer aucun détail. L'organisation des animations, c'est effectivement un peu militaire parce qu'on a beaucoup d'animations qui s'enchaînent à un moment clé, donc en gros entre 20h et 21h. On a peu de moments de répit, à part avec de la musique. Du coup, effectivement, là, on fait les répétitions pour que Max, là, vous l'entendez, il fasse ça exactement à la seconde près. On calcule vraiment le temps de parole qu'il aura. Il montre bien les tribunes qu'on veut mettre en avant, etc. C'est effectivement très militaire. L'objectif, c'est que les Bleus sur le terrain se sentent galvanisés par l'ambiance en tribune.
Comme cela s'est produit le 19 novembre 2013 lors du match France-Ukraine, celui qui a qualifié la France pour la Coupe du Monde. Le France-Ukraine, c'était un moment très particulier parce que c'était le dernier match avant la Coupe du Monde et on avait besoin que les supporters soient derrière l'équipe de France. Et quand ils sont rentrés, c'était le feu dans le stade. Et les gens nous l'ont dit après que, et ben en fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'en fait le public serait à fond pendant 80 minutes derrière eux. Et ça joue. On sait très bien que ça joue à 0,2% ou 1%, mais c'est pas grave. Au moins, si on peut réussir à mettre les gens dans les meilleures conditions, nous on travaille pour ça. Hein. 2 minutes. L'équipe de France arrive. L'équipe de France arrive. Hein. La pression monte pour Erwan Le Prévost, le manager de l'équipe de France, qui est également le directeur des compétitions internationales. Qu'il n'y ait pas grand monde, que ça soit propre et qu'on ne commence pas à les énerver parce qu'il y a trop de monde dans les accès pour eux. Par exemple, les arbitres. 19h10, les Bleus arrivent au Stade de France. Erwan salue chaque joueur, mais fait également attention à leur image, comme ici avec Loïc Rémy, à qui il demande de retirer son casque. Loïc. Pour Erwan, chaque détail a son importance. De l'arrivée des joueurs à la qualité de la pelouse, rien ne lui échappe. Et quand il trouve que ça ne va pas assez vite, il prend lui-même les choses en main. On va arroser là. Les coachs ont fait le repérage de la pelouse. Et en fait, ils demandent qu'on puisse arroser maintenant. Donc avant que les joueurs sortent de l'échauffement, on lance l'arrosage. Pour accélérer encore, pour rendre le terrain encore plus rapide pour le ballon. C'est ce que veulent les coachs. 20h13. Après un arrosage rapide, c'est le début de l'échauffement. Et comme pour chaque match des Bleus à domicile, Erwan Le Prévost souhaite qu'un joueur s'adresse aux supporters. C'est Blaise Matuidi qui s'y colle. Le speaker, il va tendre le micro, il va dire alors Blaise, ça fait quoi d'être là? Et toi, tout ce qu'il faut que tu leur dises, c'est on a besoin de vous, les supporters. Vous nous avez mis le feu sur les Pays-Bas et contre l'Ukraine, on veut la même chose ce soir. Après, c'est fini. Un bon moyen de maintenir le contact avec l'équipe de France et son public. Il est 20h55. L'encadrement de l'équipe de France est aussi concentré que les joueurs. Le spectacle peut commencer. Mais pour Erwan, pas question de profiter du match. Il doit avoir un œil partout. Et justement, la sécurité du Stade de France vient de repérer des perturbateurs. Tu l'as trouvé? Le laser. Pour l'instant, on a imprécis. Il est entre U1 et U4 là-haut. Et l'autre, il est dans le virage en tribune intermédiaire et haute. Mais t'as pas identifié la personne? Non, parce qu'il reste pas suffisamment longtemps. Maintenant, les mecs, ils font un, deux coups et puis ils ont compris. Un problème qu'il prend très au sérieux. On a identifié des gens qui utilisent des lasers pour essayer d'aveugler les joueurs. Donc là, c'est le jeu du chat et de la souris. Et on essaie de les trouver et de les interpeller et après on les amène au commissariat. C'est compliqué parce qu'ils le font par intermittence. Donc là, c'est juste une question de vigilance des yeux des équipes d'Athènes. Mais Athènes, tu vois, il est très très fort. En général, il arrive bien. Et au jeu du chat et de la souris, ce soir, c'est le chat qui l'emporte. Au coup de sifflet final, pour le manager des Bleus, la pression retombe enfin. 4-0. La France a gagné, le public a soutenu son équipe, l'objectif est atteint. Fait du bruit, les gens sont contents. Il n'y a pas grand chose, une soirée réussie, une soirée pas réussie, là, c'est une belle soirée. Propose-moi que tu les aiguilles un peu, qu'ils aillent saluer le public. Ouais, c'est prévu, j'ai demandé à Michael Landreau de prendre les remplaçants et moi je prends les titulaires. Mais le travail n'est pas encore terminé. Erwan, aidé par Philippe Tournon, bat le rappel des joueurs. Il leur reste quelques obligations à remplir avant d'aller prendre leur douche. La zone mixte, les obligations médias. Tout le monde passait au bon moment avec les journalistes, répondre aux interviews. Il y a une place de libre à TF1, on va commencer par TF1. Et la communication avec les médias, c'est bien sûr le travail de Philippe Tournon, le chef de presse des Bleus. C'est pas une seconde. Bon, arrête-toi dans 3 minutes. Ici, c'est ce qu'on appelle la zone mixte, c'est-à-dire qu'il y a les joueurs d'un côté, les journalistes de l'autre, en 3 ateliers, presse écrite, radio et télévision. Je dis bien que pour m'assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ont suffisamment de joueurs, qu'il n'y a pas de protestation sur un plan ou sur un autre. Il faut aller chercher un joueur dans le bus. Et justement, il y a un petit problème. Et il se passe que Rémi Cavella, première sélection de l'équipe de France, a squeezé la zone mixte. Donc on a un souci. Rémi. Attends maman, je te rappelle maman. Maman il rappelle. Allez, vite, question de seconde. Reste de 3 minutes ici. Bah, t'en payé que l'essence en plus, allez, vas-y. Bon, vite fait commencer ta première sélection. Une fois les obligations médiatiques terminées, la journée de l'encadrement de l'équipe de France s'achève.
Une première éprouvante, mais réussie. Clairefontaine, 8 h du matin. Les Bleus ont battu la Norvège, mais pour Didier Deschamps, pas question de se reposer sur ses lauriers. Comme chaque matin, le staff est déjà sur le pied de guerre. Pendant le stage, les journées de l'équipe de France sont chargées. L'encadrement et les joueurs doivent respecter un emploi du temps bien précis. Cher docteur, c'est une merveille parce qu'il y a plusieurs variétés de pain, des pains de campagne, du pain d'épices, de la brioche, c'est une merveille. Cela peut paraître surprenant, mais au petit déjeuner, les joueurs n'ont aucune restriction alimentaire. Pour Franck Le Gall, le médecin des Bleus, c'est pourtant tout à fait logique. Que ce soit un bol de céréales, que ce soit du pain, des tartines, du chocolat. Bon, le principal, c'est de démarrer la journée en ayant mangé quelque chose, si possible assez consistant, et puis c'est tout. Pendant que certains terminent leur petit déjeuner, à l'autre bout de Clairefontaine, Manu retrouve l'équipe des coachs. Il prépare la séance d'entraînement du matin. Il y a un but qu'il faudra qu'on mette à la ligne médiane, mais pas tout de suite. Ah, pendant la séance, donc pendant la séance. On a le temps. À l'entrée du terrain, Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, terminent d'installer le matériel. Tous les jours avant l'entraînement, on vient avec Manu, avec Franck, préparer l'entraînement, ce qui a été décidé auparavant, de manière à ce qu'on ne perde pas de temps. Quand les joueurs arrivent, tout est prêt, les ballons sont prêts, tout est mis à disposition et comme ça, lorsque les joueurs arrivent, on attaque. Allez, marque un peu là. Hop, tu vas, vite, vite. Allez, on va. Après, La Coupe du Monde se rapproche à grands pas. La préparation devient de plus en plus intense. Didier Deschamps, ses adjoints et Éric Bédouet, le préparateur physique, imposent aux joueurs une discipline de fer. Ce matin-là, l'entraînement est ouvert au public. Mais tout doit rester sous contrôle. À Clairefontaine, on ne plaisante pas avec la sécurité des joueurs. Une quinzaine de vigiles surveillent tout ce qui se passe. Bon, tout se passe bien? Tout va bien pour l'instant, okay. Ça rentre calmement. Très bien. Éric Latronico, le directeur de Clairefontaine, supervise les opérations. Généralement, le problème qu'on peut rencontrer, et c'est de deux ordres. On peut avoir une problématique de personnes qui vont être un petit peu virulentes, donc qui peuvent générer, on va dire, des nuisances sonores, ou alors des personnes qui vont profiter des événements pour passer des messages à travers tout type de banderole ou autre. C'est pas le lieu et c'est pas la tribune pour pouvoir diffuser des messages quels qu'ils soient. L'entraînement est terminé. Pour les joueurs, c'est l'heure de se rendre au centre médical. C'est dans ce lieu, habituellement tenu à l'abri des regards, que les Bleus se confient aux mains expertes du staff médical. Psychologiquement, ça fait du bien avant de repartir. Michael Landreau, l'un des gardiens des Bleus, apprécie toujours ses séances de soins avec Jean-Yves Van de Waal, l'ostéopathe du groupe France. C'est évident que dans un groupe, le staff médical a un rôle essentiel. Parce que il joue sur le suivi à la fois psychologique des joueurs, il joue sur le suivi physique. Donc sur la durée, c'est important. Plus la préparation avance et s'intensifie, plus les kinés ont du travail. Les joueurs passent beaucoup de temps sur les tables de Christophe Geoffroy et de ses collègues. On les voit constamment. Donc en fonction de s'il y a des soucis, on les voit 3 jusqu'à 4 fois par jour. Un travail de soins, mais également d'entretien, comme l'explique Thierry Laurent, qui s'occupe ici de Karim Benzema. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés avec des pépins plus ou moins importants, qui traînent depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc on va les suivre tout au long de la compétition. Donc il y a une partie guérison, puis une partie prévention pour éviter toute récidive. Autre point sur lequel le staff est très vigilant, l'alimentation. Et ça, c'est le travail du médecin des Bleus. Les plats, Lily, c'est quoi là? Le colombo de poulet, ensuite un espadon au citron vert et coco. Voilà. Juste grillé. Pas mariné, grillé après. On favorise les poissons grillés. D'accord, très bien. Du coach. Le chef cuisinier de l'équipe de France, c'est Yannick Coquizard. Pendant toute la durée de la Coupe du Monde, c'est lui qui va préparer tous les menus des Bleus. Nous avons à peu près une vingtaine de variétés à chaque repas. Nous avons l'asperge, nous avons du melon de Charente,
Nous avons de Bayonne, nous avons de l'avocat, nous avons de la tomate mozzarella boufflonne, comme demandé par le coach, qui a entraîné en Italie, émondé et pépiné pour éviter les tendinites, intensifier les tendinites. Tous nos laitages sont allégés, et les fromages à 20%, les yaourts à 20%, maximum de matière grasse. Entrée, plat, dessert. Chaque jour, le menu préparé par Yannick doit recevoir l'approbation du médecin des Bleus. Tout ce qui est plat en sauce et plat riche en graisse, on va les supprimer évidemment. On va rester sur de la léger. Et puis après, on va insister un petit peu plus sur les portions en sucre lent, riz, pâtes, puisque c'est ça qui va leur apporter de l'énergie au quotidien sur le terrain. Franck ne laisse rien passer. Le chef et ses 4 cuisiniers ont prévu de préparer du Welsh, un plat du Nord à base de cheddar, de bière et de jambon. Le médecin n'est pas d'accord. Comment Yannick, dimanche midi, c'est vraiment un Welsh que mange dimanche midi? Oui, c'est prévu à Lille, un Welsh. C'est un Welsh? Oui, oui. Mais que pour le staff alors? Pour les joueurs aussi, c'est ça? Franck doit être rigoureux. Sur la diététique, Didier Deschamps est intraitable. Le coach est très attentif évidemment à la nutrition, à la diététique, aux plats qui sont proposés. C'est peut-être le premier critique, on est ensemble à table. S'il y a un truc qui ne convient pas, je le fais rapidement. Alimentation, préparation physique. Pour Didier Deschamps, rien ne doit être laissé au hasard. Car le coach des Bleus a de grandes ambitions pour cette Coupe du Monde au Brésil. D'ailleurs, pour motiver ses joueurs, il a décidé d'inviter une vieille connaissance. Un homme qui sait mieux que personne comment préparer une Coupe du Monde. Cet invité de marque, c'est Aimé Jacquet. J'ai oublié, hein? J'avais oublié. Oh, arrête. Non, mais je vais être surpris par la palissade. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'ils font? Depuis que t'es parti, la fédération a pris du volume. T'y es pour rien. Un retour à Clairefontaine plein d'émotions. Car c'est ici que s'est écrite la plus belle page de l'histoire du football français. Aimé Jacquet a pris sa retraite il y a quelques années, mais il n'a rien perdu de son éloquence. L'équipe de France, c'est quelque chose d'à part, d'exceptionnel, à vivre ensemble. Vous avez la chance d'avoir autour de vous des gens qui ont quand même un peu vécu, qui ont un peu tapé dans le ballon, même si on disait parfois qu'on avait les pieds carrés. C'est vrai que on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, mais je peux vous dire, profitez-en bien. En invitant Aimé Jacquet, Didier Deschamps veut faire passer un message clair à ses joueurs. L'équipe de France ne va pas au Brésil pour faire de la figuration. « 6 juin, on est dans le vif du sujet. La Coupe du Monde commence dans une semaine. » Il faut rajouter maintenant le bord, s'il vous plaît. Oui, sauf que ça va nous changer l'éclairage. Soit on rajoute le banc, soit il n'y a pas de photo. Je ne peux pas faire autrement par rapport au timing et on le fait. Avant leur départ pour le Brésil, les joueurs et le staff vont poser pour la photo officielle. Présents aux côtés de Didier Deschamps, Franck Ribéry et Clément Grenier ne participeront malheureusement pas à la fête pour cause de blessures. Pour le sélectionneur, Philippe, Manu et tous les autres, la préparation touche à sa fin. Dans 3 jours, ils fouleront le sol brésilien. Sauf Erwan. Lui s'envole dès ce soir pour le Brésil. Il a une dernière mission à effectuer avant l'arrivée des joueurs. Heures plus tard, à Ribeirão Preto. Erwan et 5 membres du staff débarquent de l'aéroport. Direction, le futur hôtel des Bleus. Les joueurs arrivent dans 2 jours. D'ici là, toute l'installation doit être terminée. Et il reste encore beaucoup à faire. Après seulement 15 minutes de trajet dans les faubourgs de Ribeirão Preto, tout le monde arrive à l'hôtel. Pour l'instant, il fait beau. Voilà. Dans une demi-heure, ce ne sera pas la même. Il va falloir se bouger un peu. Et aller mettre en place tout ça. Très bel hôtel en tout cas. À peine le temps de prendre une douche, et 30 minutes plus tard, tout le monde est déjà à l'ouvrage. Ce que disait Eric, il faut tout mettre là-bas et après on va l'ouvrir. Dans le hangar de l'hôtel, les dizaines de caisses expédiées depuis Clairefontaine 2 semaines plus tôt. À l'intérieur,
le matériel indispensable au fonctionnement de l'équipe de France. Il y a quoi dans tout ça là? Là-dedans, il y a tous les équipements pour tous les matchs de poule, les équipements pour tous les matchs de phase finale. Donc une partie floquée pour les matchs de poule, donc on connaît déjà les affiches, les autres non. Là, c'est du médical. On a du matériel pour la presse, on a le matériel pour le chef cuistot. Tout le monde met la main à la pâte alors? Exactement. Tout le monde, peu importe sa fonction, tout le monde met la main à la pâte. Stéphanie Meyer est la responsable des opérations événementielles à la fédération. C'est aussi la seule femme du petit groupe présent aujourd'hui. Mais le temps est compté, et comme tout le monde, elle met la main à la pâte. Allez, c'est les deux mecs qui portent un truc, la petite qui porte toute seule. Ils ont 2 heures pour vider le hangar. Mais malgré le timing serré, le travail se fait avec le sourire. Est-ce que tout se fait dans la bonne humeur? Bah il faut, hein. Parce que si on n'est pas dans la bonne humeur, alors là, on commence juste, hein. Donc, parce que vous êtes un peu type quand même. Ouais, mais parce qu'on aime bien que ça... On est français, hein. Français, c'est toujours speed, hein. Hélène, tu peux envoyer ça chez les kinés. Tout ce qui est vidéo, c'est pour salle vidéo. On est d'accord? 2 heures plus tard, comme prévu, tout est terminé. Et rien ne manque à l'appel. Mais la journée du staff est loin d'être finie. Il faut encore déballer tout le matériel et le répartir dans les différentes salles. C'est le rôle d'un manager général de faire ça? Non, mais c'est le rôle de s'assurer que tout sera prêt en temps et en heure. Donc tant qu'à faire, on aide. C'est un peu speed là? Non, ça va. Mais plus vite c'est fait, plus vite on peut passer au détail. Ok. Une grosse partie des équipements est destinée aux soins et à la récupération des joueurs. Et pour travailler efficacement, la Fédération française a fait installer cette salle pour les kinés, derrière les chambres des joueurs. Ça va ressembler à quoi en fait? À ça? À ça. Ben regarde. Une tente qui fait 10 par 20, avec un sol en dur là où tu marches et un sol souple au milieu. Et sur tous les extérieurs, tu as les appareils en dur, les appareils de sport, et au milieu, là, un sol plus souple où les joueurs pourront faire les exercices. Si on peut éviter de mettre, tu vois, si on peut essayer d'éviter de mettre des appareils sous les clims, c'est top. Dernière recommandation d'Erwan, et en un temps record, la salle de soins sera enfin prête. Pendant ce temps, dans les jardins de l'hôtel, Stéphanie commence un travail minutieux. Pour la venue des Bleus, l'hôtel a été entièrement redécoré aux couleurs de l'équipe de France. Et le travail de Stéphanie, c'est justement de vérifier que tout a été fait selon les plans. Quand on est venu en février où on a fait le repérage, on a justement pris des photos de tous les espaces qu'on souhaitait habiller. Et l'idée, c'est en fait tout simplement d'avoir la photo, de matérialiser l'endroit qui va être habillé. Là maintenant, je vérifie si ça a été bien fait. Et ça a été très bien fait. L'idée, c'est qu'ils se sentent vraiment chez eux. Et pour qu'ils se sentent vraiment chez eux, façade de l'hôtel, jardin, salon intérieur, accueil, tout a été redécoré. Car l'idée, c'est aussi de rappeler aux joueurs cet esprit de compétition qui les a portés jusqu'au Brésil. Là, l'idée, c'était de reprendre un petit peu toutes les unes qui ont été sorties par les médias lors de la qualification et également celle de l'équipe lors de la liste de Deschamps. C'est pour montrer que, au-delà des supporters qui voient au quotidien, les médias, tout le monde est derrière eux. Tout le monde était tellement content le soir de cette qualification. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas forcément, donc c'est important, ça leur donne encore plus de cœur à l'ouvrage. Là, il y a un petit problème, comme vous pouvez le voir, c'est un détail, mais là, c'est juste pas coupé droit. Donc on a cette petite marge blanche comme ça qui n'est pas très esthétique. L'idée, c'est justement de pouvoir bien le vérifier et de pouvoir le réparer avant que tout le monde arrive. Malgré ces détails, Stéphanie est rassurée. Tout sera prêt dans les temps. Et question décoration, le staff a réservé une surprise aux joueurs de l'équipe de France. Une surprise qui les attend dans leur chambre et qu'Erwan est très fier de nous dévoiler. Regarde, viens voir où on va. Attends. On va chez qui là? Qui c'est qui? C'est qui? Sur les portes des chambres, le staff a fait réaliser des caricatures de chacun des joueurs. Debuchy donc, mais aussi Benzema, Lloris, Matuidi, Pogba, Giroud, ils ont tous leurs caricatures. Une attention humoristique pour que les joueurs se sentent encore un peu plus chez eux. Mais ce n'est pas tout.
Donc on a voulu à notre façon vis-à-vis des joueurs, leur montrer quand ils rentraient chez eux, de leur dire, ben voilà, là vous êtes chez vous, donc à notre façon à nous, on vous, indépendamment de ce qu'on va mettre en plus comme objet qu'on a rapporté de France, on vous met des éléments de décoration qui vous rappellent que c'est le Brésil, avec à chaque fois une photo qui rappelle que si on est là, c'est grâce à France-Ukraine. Et après, des éléments graphiques qui rappellent des palmarès du Brésil, de l'équipe de France, du club, du Brésil, de l'équipe de France, des palmarès. Ça partout, là, là, là. Au milieu, des photos du Brésil, mais aussi des grands moments de l'équipe de France, ainsi que des photos retraçant la carrière de chaque joueur. Chacune des chambres est ainsi personnalisée. Erwan est certain que cela aura un impact positif sur les joueurs. Là maintenant on est dans le détail, donc c'est des choses en plus qui font que le mec va rentrer là, va se poser dans sa chambre après 11h40, plus 1 heure de stop, plus 3 heures, donc il va avoir fait 16 heures de vol. En tout, il va arriver là, il va avoir dîné, il va avoir envie de se poser, et si on peut arriver à ce que dans l'état de fatigue où il soit, il arrive et il ait le sourire en disant putain, même jusque là ils sont allés en pensant à mon bien-être, bah, ça fera un truc de plus. Enfin 0,1%, mais on s'en fout, tout compte. Et pour certaines chambres, il a même fallu réagir en un temps record. Là on est samedi et il est, attends, là il est 13h, donc il est 18h heure française. Forfait de Franck Ribéry, forfait de Clément Grenier, il y a 24 heures. On est d'accord? Regarde. Ils sont remplacés par qui? Par lui. 24 heures après. Comment il dit le coach? Réactif. 24 heures plus tard, alors, on va les faire un tir, on va les voir. Regarde. 24 heures après. Comme s'il avait toujours fait partie de la liste des 23. Il sera considéré comme un des 23 et qu'il aura sa chambre comme un des 23, qu'il a sa caricature comme un des 23 et qu'il fait partie des 23. Et donc il va en parler et il va venir nous voir et on lui dira mais... Aussitôt, avec toute la déception d'avoir perdu Franck et Clément, tu vas te dire mais attends, t'es dans les 23, c'est quoi le sujet? T'es traité comme les autres. Veiller au moral des joueurs, assurer la cohésion du groupe, c'est l'obsession du staff. Mais pas facile de changer certaines habitudes. Alors l'encadrement a eu l'idée d'une salle un peu particulière. On est dans un endroit qui est apprécié des joueurs dans leur moment de détente, qui va leur permettre de jouer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aux jeux vidéo en réseau s'ils veulent. Et éviter qu'ils se retrouvent chacun dans sa chambre avec sa console, avec le mec avec qui il a envie de jouer. C'est aussi de créer dans ces moments-là où, comme le dit Didier, tu te renfermes dans ton jeu vidéo, de dire bah, tant qu'à faire, jouer ensemble. Donc, on a demandé à Hélène de nous faire l'aménagement, on a fait venir les consoles et donc là tu vas te retrouver à pouvoir avoir 8 joueurs. Toutes les chambres sont maintenant prêtes pour accueillir les joueurs dans 2 jours. Reste un dernier détail. Une ultime attention à mettre en place. Alors on va avoir un peu de tout, on va avoir de la crème hydratante, on va avoir ici du gel douche, on va avoir différents produits en fait d'hydratation. Chaque joueur dispose d'un lot de produits d'hygiène pour toute la durée de la compétition. Et pour Xavier, l'intendant, c'est moins futile qu'il n'y paraît. Ils sont tellement sollicités, on leur demande d'être vraiment à fond dans le match. Donc ça, c'est des petites attentions qui leur vident la tête, ce qui fait qu'ils sont à 100% sur leur partie à eux, quoi. Ça, c'est à nous de le gérer pour eux. Donc là, nous, on leur constitue un petit lot ici, avec tous les produits qu'on a eu en dotation, mais on va faire la même chose dans nos cantines de match. Ce qui fait qu'au stade, on aura également aussi tous ces produits-là. Donc ils n'auront pas besoin, le jour du match, de penser à dire, bah tiens, est-ce que j'ai bien pensé à ma crème hydratante, à mon gel pour les cheveux, à mon truc, à mon machin. Non, non, ils savent que nous, on a pensé à tout pour eux. Et donc, quand ils arrivent au match, ils sont la tête concentrée sur le match. Donc voilà, Paul, il a sa dotation. L'hôtel est maintenant prêt pour recevoir l'équipe de France. Les chambres ont été décorées, les équipements installés, les aménagements demandés par Erwan ont tous été réalisés. Même la petite pièce d'eau près de la piscine a été condamnée comme Erwan le souhaitait. Il est 18h. La nuit tombe sur Ribeirão Preto. Demain, ils iront inspecter un lieu capital pour la préparation des joueurs. À 10 minutes du camp de base des Bleus, le stade du club de foot local, le Botafogo. C'est ici que l'équipe de France s'entraînera chaque jour durant la compétition. Alors, il faut que tout soit parfait. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, Erwan? On vient vérifier qu'on a enfin fini et qu'on est prêt à accueillir l'équipe de France, c'est que le vestiaire et le terrain sont comme on l'avait voulu. Mais avec les photos et les vidéos qu'on a reçues, normalement tout va bien. Le club de Ribeirão Preto évolue en 3e division régionale. Alors forcément, avant que l'équipe de France n'investisse les lieux, les équipements étaient loin de répondre aux exigences d'une équipe en course pour gagner la Coupe du Monde. You have the keys?
Juste là, cette partie-là après la porte, c'était comment c'était avant. Je vais montrer ça à Steph. Tu vas voir Eric, là quand il va ouvrir la porte, c'était comment c'était avant. Avant, l'autre partie là, les murs c'était comme ça, les portes c'était comme ça, les aérations c'était comme ça, le sol c'était ça, les bancs du vestiaire ils étaient là, là t'as les bancs, au-dessus le système de douche que tu vois là, c'est celui qui était initial, et les casiers ils étaient là, et ceux que t'as à gauche là c'est les casiers qu'on avait à la base. Douche ou bien vestiaire, la fédération française a tout fait refaire, du sol au plafond. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a bien changé. Je t'ai mis le 220. C'est parfait. Tu vois la dernière fois qu'on est venu? Mais Erwan, fidèle à son habitude, vérifie chaque espace, chaque détail. Les moindres détails. Bah ouais, tu vois, c'est pas la peine de faire autant d'investissement si c'est pour que, au final, ce genre de truc qui est du détail, mais tu vas aux toilettes tant que ça marche quoi. Tout allumé. Tout allumé. Les douches, ça se fait toutes les douches? Ouais. On fait tout? Non, non. Quel plaisir. Tu as eu tes joueurs. Fantastique. On est fort à la place. C'est vrai. Alors c'est comment? C'est bien, on est bien installé. Confort. Non, c'est fonctionnel. C'est bien. Si tout a été refait, dans un coin du vestiaire, Erwan a quand même tenu à préserver les traditions locales. Dans chacun des vestiaires, on a découvert ça en faisant les visites de repérage au Brésil. Tu as un endroit qui est consacré aux croyances, aux religions. Et ici à Botafogo, c'est autour de ces croyances-là, ces religions-là. Donc ils nous ont demandé ce qu'il fallait faire. On dit, laissez là. Si c'est l'histoire de votre club, ce sera un bout de votre histoire qui rentrera avec l'équipe de France. Alors, on a dit qu'il y a l'ensemble des travaux sur les vestiaires. Attends, on n'a pas fini encore. Erwan est satisfait. Mais pour être totalement rassuré, il lui reste un dernier point à vérifier, et pas des moindres, le terrain sur lequel les Bleus vont s'entraîner. Et ici aussi, Erwan a fait réaliser de nombreux aménagements. Ça a changé. C'était comment un peu, vous pouvez décrire? C'était, je sais pas. Là, il y avait de l'herbe. C'était défraîchi, décrépit. La pelouse, ça avait rien à voir. Comment vous avez fait pour prendre la pelouse? Là, on a demandé à la FIFA de le faire et à la demande de Didier, on a aussi fait, et de Franck Ravieux, entraîneur des gardiens, on a fait faire aussi la pelouse derrière les buts. Comme ça, quand tu as des entraînements spécifiques pour les gardiens, plutôt qu'ils abîment la pelouse qui est juste là, ils le feront derrière et comme ça, on aura une pelouse en meilleur état plus longtemps. Après, on a fait pareil, on a vu avec Eric Bédoué, le préparateur physique, pour qu'il y ait une piste tout autour du terrain pour qu'il puisse courir. Là où il y avait de l'herbe, qu'on a fait tout retirer. Donc tu vois encore là les marques, hein, Non, mais là, c'est l'essence du boulot. Enfin, là, tu peux faire ce que tu veux, mettre de la belle peinture, de la belle déco. Si là, c'est pas parfait, si ton terrain, il est pas parfait, si les conditions d'entraînement, elles sont pas parfaites, c'est que t'as raté la chose. Mais il reste toujours un dernier souci pour Erwan. C'est bien sûr cet hôtel, à côté du stade, qui propose des chambres avec une vue imprenable, idéale pour espionner les entraînements de l'équipe de France. Alors il veut s'assurer que la bâche qu'il avait demandée pour masquer les entraînements des Bleus a bien été installée. Et le dernier point qui fâchait, c'était l'hôtel? Ah bah là, il y a plus... Là, tu vois plus l'hôtel. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a mis une bâche. C'est ce que vous aviez demandé? Ouais. C'est pas fini encore. C'est pas fini, il faut encore un bout de bâche encore. Il faut encore un bout de bâche. En tout cas, il faut que ce soit prêt. Là, on est dimanche. Les gens arrivent demain. Mardi, l'entraînement il est ouvert au public et aux médias. Il faut que d'ici mercredi, 16h, soit fait. Ça va être prêt? Ouais. C'est la fin de l'après-midi. Tous les travaux demandés ont été réalisés. Après 6 mois de travail acharné,
Tout est enfin prêt pour accueillir les joueurs, dans à peine 24 heures. Toutes les visites que tu as faites, tu pouvais à la fin te dire on n'y arrivera jamais. Et puis malheureusement, on a eu tort parce qu'ils te disent toujours qu'avec au Brésil, ça finit par arriver. Et effectivement, c'est arrivé. On a ce qu'on a demandé. Même sur certains endroits, c'est même mieux, notamment au camp de base. Après, le juge de paix, c'est les joueurs, le staff, le coach. Et rendez-vous demain soir, 20h30, quand ils vont arriver à l'hôtel, en se disant que si on peut arriver à ce qu'ils arrivent en disant ouais, c'est bien, on se sent chez nous, on aura gagné, quoi. Qu'on aura fait notre job. Après, ce sera à l'équipe de France d'écrire son destin. Le lendemain, arrive enfin le moment tant attendu par tout le staff. Devant l'hôtel, Erwan se prépare à accueillir les joueurs. Pas trop de préfet? Non. Cité, on dit que ça commence. Il est 20h30. Dans quelques minutes, l'équipe de France va arriver dans ce qui sera son camp de base pour toute la durée de la compétition. On les a mis dans les meilleures conditions pour disputer la Coupe du Monde, on l'espère. On va voir comment ils vont apprécier, on va voir ce que Didier va en penser. Et puis en espérant que ça leur plaise, que les petits détails, que l'organisation générale leur conviennent, et qu'ils soient complètement libérés pour jouer du mieux qu'ils peuvent le football sur le terrain. Ils ont bloqué la circulation, ils ont mis sur le côté. Là, t'as les premières motos qui passent. Escortés par la police brésilienne, les Bleus arrivent enfin. La veille, ils ont largement battu la Jamaïque. Alors à la descente du bus, malgré la fatigue du voyage, les visages sont détendus. Désormais, c'est à eux de jouer. Le staff peut enfin retourner dans l'ombre pour mieux laisser briller les joueurs.